Nous sommes avec Sylvain Schirman, directeur de l'Institut d'études politiques de Strasbourg. On va revenir avec vous, qui êtes également historien, sur ce traité de l'Élysée, traité de l'amitié franco-allemande. Replaçons les choses dans leur contexte. 1963, quel est l'état d'esprit de la France? Est-ce qu'on voit encore chez l'Allemand un ennemi héréditaire ou faut-il vraiment faire la paix avec lui? L'état d'esprit est, a beaucoup changé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que les premiers pas de ce qu'on pourrait appeler la réconciliation ou le rapprochement franco-allemand ont commencé dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dès la fin des années 40, début des années 50, avec le projet communauté économique du charbon et de l'acier. Et puis au cours des années 50, on a commencé un certain nombre de jumelages entre des villes françaises et des villes allemandes. Et au début des années 60, ces jumelages se multiplient. Donc il y a une proximité beaucoup plus grande que celle qui pouvait exister avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fait qu'en fait, le traité de l'Élysée, il faut l'inscrire dans une perspective un peu de moyenne durée. Et puis on est aussi dans une période où la France vient de perdre son empire colonial. C'est la fin de la guerre d'Algérie. L'Afrique noire est devenue indépendante 1 ou 2 ans auparavant. Et donc il y a une réelle interrogation sur la puissance française. Il y a une réelle interrogation sur comment retrouver la grandeur française. Et il y a un troisième élément que je voudrais mettre sur la table, c'est une demande britannique d'adhésion à la CE, qui date de 1961 et à laquelle la France n'a pas encore donné de réponse. Or, elle va donner sa réponse le 14 janvier 1963 dans une conférence de presse. C'est le premier veto du général de Gaulle à la candidature britannique. 14 janvier 63, oui, une semaine avant ce traité de l'Élysée. Et donc, ce traité de l'Élysée, c'est finalement quoi ? Eh bien, ce sont 2 pays, la France et l'Allemagne, qui, dans une Europe communautaire à 6, se mettent un peu en avant par rapport aux 4 autres. Puisque le traité dit très clairement, les 2 partenaires se consulteront avant chaque initiative importante de l'un ou de l'autre. Le traité dit aussi que les 2 vont organiser une coopération au niveau étatique, au niveau ministériel, par des rencontres régulières. Une fois par an, les ministres se rencontrent. Voilà, les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et tous les départements ministériels concernés. Le traité de l'Élysée en est à 2. Vous êtes en train de dire que l'amitié franco-allemande n'est pas un sentiment, mais c'est une obligation, c'est un mariage de raison. La relation franco-allemande, elle obéit au mariage de raison. En 1960, la France a fait exploser sa bombe nucléaire. Donc on est devenu une puissance nucléaire sur notre technologie propre. L'Allemagne n'a pas d'armée. Que l'Allemagne n'a pas d'armée. Donc dans ce couple franco-allemand, quand il se met en place en 63, il y a d'un côté un géant politique, c'est la France, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, là où l'Allemagne n'est même pas aux Nations Unies. Si on compare les 2 pays, vous en avez un qui a pris une avance économique sur l'autre, c'est l'Allemagne qui a pris une avance économique sur la France. Donc il y a une inégalité économique en faveur de l'Allemagne. C'est-à-dire que pour Konrad Adenauer, ce traité de l'Élysée, qui est essentiel, c'est vraiment un traité de pacification. Mais les 2 n'en oublient pas moins leur État. Et à long terme, c'est le pari de la restauration de la puissance allemande à travers le dialogue avec la France. Et de l'autre côté, c'est le pari à long terme, si vous voulez, d'avoir réussi une forme de contrôle, entre guillemets, de l'Allemagne par la France. Au-delà du symbole de ce traité de l'Élysée, 50 ans plus tard, à quoi aura-t-il servi ? Je vais peut-être prendre 2-3 exemples. Lorsque Pompidou est élu président de la République en 1969, alors qu'on est dans une crise européenne, plus rien n'avance depuis le milieu des années 60. Et donc, lorsque Pompidou arrive en 1969, quelques mois après, c'est Willy Brandt qui devient chancelier allemand. C'est dans un dialogue entre les 2 hommes qu'on décide du sommet de La Haye, le sommet de la relance. Nos 4 autres partenaires nous rejoignent. C'est Giscard Schmitt et le dialogue autour du système monétaire européen. C'est d'abord un dialogue franco-allemand avant de devenir un débat général européen. C'est François Mitterrand-Kohl qui va permettre la nomination de Delors à la tête de la Commission. Ça, c'est du dialogue franco-allemand, parce que tout le monde sait, par exemple, que pour la nomination de Jacques Delors, il y avait un concurrent, soutenu par Margaret Thatcher,
c'était Jean-Luc Dehaene. Et que les Allemands ont permis la nomination de Jacques Delors. Voilà, ça c'est du couple franco-allemand. Donc ça, ce sont d'indéniables succès. Le traité de l'Élysée aura donc permis des avancées européennes, en tout cas à nos deux pays que sont la France et l'Allemagne. Merci à vous, Sylvain Sherman, de nous avoir reçus ce matin ici à l'IEP.